Une mère célibataire dut renoncer au lait de son bébé. Mais ce qui se produisit ensuite stupéfia toute une communauté. Personne ne la remarqua d'abord. Sous les lumières crues d'un supermarché, Carrefour bondé, Éléonore Vance serrait un vieux portefeuille entre ses mains tremblantes. À seulement 27 ans, elle portait le poids du monde sur ses épaules seules. Sa fille Marguerite avait besoin d'un lait infantile spécial qu'Éléonore pouvait à peine se permettre. Quand le caissier annonça le total, son cœur se serra. « Je suis désolé, il faut que je repose celui-ci. » Les larmes lui brûlaient les yeux, tandis qu'elle repoussait la boîte de lait en poudre sur le comptoir, murmurant une excuse qu'aucune mère ne devrait jamais avoir à prononcer. Derrière elle, l'impatience emplissait l'air. Mais ce qu'Éléonore ignorait, c'est qu'un inconnu l'observait. Un homme dont la prochaine décision allait bouleverser non seulement sa soirée, mais le cours de toute sa vie. Une simple boîte de lait infantile se dressait entre la promesse d'une mère et la défaite totale. Éléonore connaissait le prix jusqu'au dernier centime, avant même que le caissier ne le scanne. Mais connaître le coût et accepter la réalité étaient deux batailles bien différentes. Et aujourd'hui, elle perdait. Les grands néons fluorescents du carrefour bourdonnaient d'un chant monotone. C'était une mélodie d'indifférence, un son qui emplissait l'espace immense sans offrir aucun réconfort. Pour Éléonore, c'était la bande-son de sa panique grandissante. À 27 ans, elle avait souvent l'impression que tout le poids du monde s'était installé sur ses épaules, un fardeau lourd et qui n'appartenait qu'à elle. Sa fille Marguerite avait presque 1 an. Elle était un petit miracle parfait, avec un nez en bouton et des yeux couleur de ciel d'été. Marguerite était la lumière immuable de la vie d'Éléonore, la raison de chaque sacrifice, de chaque longue heure, de chaque prière silencieuse. Mais ce jour-là, même la pensée du sourire de sa fille ne parvenait pas à dissiper le brouillard épais de leurs difficultés. Éléonore se tenait dans la file de caisse son chariot usé, ne contenant que le strict nécessaire. Il y avait une miche de pain de marque distributeur, une petite boîte de flocons d'avoine, un sachet de légumes surgelés et 2 petits pots pour bébé. Et puis, il y avait le lait infantile. C'était une grande boîte bleue d'une marque hypoallergénique spécifique. Le médecin l'avait exigé. Marguerite avait un système fragile, et les formules moins chères la laissaient en pleurs de douleur pendant des heures. La boîte semblait un luxe, une dépense qu'elle contestait chaque semaine. Éléonore s'était promis de toujours y parvenir. Elle mangerait moins, travaillerait plus, ferait tout ce qu'il faudrait pour offrir ce petit confort essentiel à sa fille. Le caissier, un jeune homme à l'air blasé et portant un badge où l'on lisait « Kevin », commença à scanner ses articles. Bip le pain, bip les flocons d'avoine, bip les légumes. À chaque son, les chiffres sur le petit écran grimpaient encore et encore. Les mains d'Éléonore crispées sur la poignée du chariot devinrent moites. Elle serra le cuir mince et craquelé de son portefeuille dans la poche de son manteau. C'était celui de son arrière-grand-père, un homme qui avait combattu lors d'une guerre que la plupart avaient oubliée. À l'intérieur, quelques billets froissés et une petite poignée de pièces étaient tout ce qu'elle avait pour tenir jusqu'à son prochain salaire. « Ce sera tout pour vous, aujourd'hui ?» demanda Kevin d'une voix plate. Éléonore hocha la tête, la gorge soudain serrée. Il attrapa la boîte de lait. Le scanner émit un bip plus fort, cette fois plus définitif. « Cela fera 31,40 €, annonça-t-il. Le souffle d'Éléonore se coupa dans sa poitrine. Elle avait compté son argent 3 fois avant de quitter son petit appartement.
Au fond d'elle, elle savait qu'il lui manquerait quelque chose. Elle avait espéré une promotion, un bond de réduction, oublié un petit miracle. Mais les miracles semblaient réservés aux autres, à des vies bien différentes de la sienne. Une honte brûlante et vive la submergea. Les gens derrière elle s'agitaient de leur chariot, produisant un cliquetis impatient. « Je suis désolé, » balbutia-t-elle à peine audible. « Il faut que je repose un article. » L'expression de Kevin ne changea pas. Il attendait simplement la main suspendue au-dessus du clavier. C'était juste une autre partie de son travail. Il voyait cela tous les jours, l'excuse murmurée, les gestes maladroits, les yeux fuyants. Une scène aussi vieille que l'invention de la caisse enregistreuse. D'une main tremblante, Éléonore s'avança. Elle posa ses doigts sur le métal froid de la boîte de lait. Elle semblait d'un poids impossible, comme si elle était remplie de plomb plutôt que de poudre. Son cœur se serra d'une douleur physique, une pointe aiguë d'échec qui lui coupa le souffle. Dans ce petit moment ordinaire, sous les lumières dures et indifférentes du carrefour, Éléonore se sentit comme la pire mère du monde. Elle échouait auprès de sa fille. « Celle-ci » dit-elle la voix brisée en poussant la boîte vers le caissier. « Je dois la reposer. » Elle refusa de le regarder. Elle ne pouvait supporter d'apercevoir peut-être une lueur de pitié dans ses yeux. Elle tâtonna dans son portefeuille, ses doigts maladroits et étrangers. Elle sentait le regard des autres clients, une vague de jugement silencieux qui lui donna envie que le sol en lino poli s'ouvre pour l'engloutir. À quelques mètres de là, feignant d'examiner un présentoir de jus bio, se tenait Jacques Caldwell. Aux yeux de quiconque le regardait, il n'était qu'un homme dans un manteau gris, simple mais bien taillé. Il approchait de la quarantaine avec des yeux pensifs et une autorité tranquille. Mais Jacques Caldwell était bien plus que cela. C'était un titan de l'industrie technologique, un milliardaire dont les innovations se trouvaient dans les foyers et les bureaux du monde entier. Son visage apparaissait parfois dans des magazines économiques, même s'il détestait la publicité et faisait tout pour l'éviter. Tenant sa main se trouvait sa fille de 5 ans, Sophia. C'était une petite fille aux yeux sérieux de son père et à la chevelure brune et bouclée. Sophia était le centre de l'univers de Jacques, l'encre qui le maintenait, enraciné, dans une vie souvent emplie d'une richesse inimaginable et d'une profonde solitude écrasante. Ils étaient venus au magasin pour une raison simple, presque futile. Sophia avait décidé qu'une seule marque de jus de pomme bio lui convenait, et cette marque n'était vendue qu'au Carrefour. L'assistant personnel de Jacques aurait pu faire livrer une caisse entière de ce jus chez eux, d'un simple message, mais Sophia l'avait regardé de ses grands yeux suppliants, en disant « Je veux y aller avec toi, papa ». Et Jacques, un homme qui bâtissait des empires, mais était impuissant face aux souhaits de sa fille, avait accepté immédiatement. Il observait Éléonore depuis quelques minutes. Il était le témoin silencieux de sa lutte discrète et désespérée. Il remarqua la façon dont ses mains tremblaient alors qu'elle serrait son portefeuille. Il vit le frisson de honte qui traversa son visage quand le total fut annoncé. Il connaissait la pauvreté, bien sûr. Il avait donné des millions à des associations qui luttaient contre elle. Il siégeait à des conseils d'administration et assistait à des collectes de fonds. Mais c'était toujours resté pour lui un concept abstrait, un problème à résoudre avec des données et des euros. Jamais il ne l'avait vu d'aussi près dans sa réalité brute, personnelle et déchirante. Il la vit pousser la boîte de lait sur le comptoir. Et à cet instant, quelque chose de profond dans sa poitrine, une partie de son cœur, qu'il croyait endormie depuis longtemps, s'éveilla avec un sentiment qu'il ne put identifier immédiatement. C'était plus que de la pitié, une étrange
et puissante douleur de compassion. « Papa » chuchota Sophia en tirant sur son manteau. Pourquoi cette dame a-t-elle l'air si triste? Jacques baissa les yeux vers le visage innocent et interrogateur de sa fille. Comment expliquer l'injustice brutale du monde à un enfant qui n'avait jamais manqué de rien? Comment lui dire que certaines mères doivent choisir entre se nourrir elles-mêmes et acheter la bonne nourriture pour leur bébé? Elle passe simplement une journée difficile, ma chérie, répondit-il d'une voix douce et basse. Il la regarda payer ses quelques articles. Ses épaules étaient affaissées, comme si elle portait un immense fardeau. Elle prit son unique sac en plastique, la tête penchée, et se dirigea vers la sortie. Elle avançait comme un fantôme, une ombre cherchant à se rendre invisible dans un monde qu'il avait déjà négligé. Et à cet instant, Jacques Caldwell, un homme qui pouvait acheter tout ce qu'il désirait, prit une décision. Il ne laisserait pas cette femme, cette inconnue, disparaître dans la nuit. Il ne la laisserait pas porter ce fardeau seule. Il ne savait pas exactement pourquoi. Il savait seulement avec une certitude ancrée au plus profond de lui qu'il devait faire quelque chose. Il s'accroupit pour être à la hauteur de Sophia. « Trésor, j'ai besoin que tu attendes juste ici avec Monsieur Henderson une petite minute, dit-il en hochant la tête vers l'agent de sécurité du magasin près de l'entrée. Le garde, un homme au visage bienveillant, qui faisait discrètement partie du personnel privé de Jacques pour ce genre de situation, acquiesça. Sophia avait confiance en Monsieur Henderson et accepta sans protester. Jacques retourna vers la caisse avec une nouvelle détermination. Il prit la boîte de lait qu'Éléonore avait laissée derrière elle. Il attrapa aussi quelques autres articles des rayons voisins, un poulet rôti bien chaud, un sac de pommes fraîches, une miche de pain artisanal et une boîte des biscuits préférés de Sophia. Il paya le tout en espèces, puis sortit du magasin, dans l'air frais du soir. Ses yeux balayèrent le vaste parking brillamment éclairé à la recherche de la jeune femme triste portant le poids du monde sur ses épaules. Il la trouva à un arrêt de bus au fond du parking. Elle était assise sur le banc métallique froid, son petit sac de courses à ses pieds. Elle regardait au loin le visage perdu et vide. Elle semblait minuscule face à l'immense obscurité du parking. Il s'approcha prudemment, ses pas silencieux sur le bitume. Il ne voulait pas l'effrayer. « Excusez-moi » dit-il d'une voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. Éléonore sursauta surprise. Elle leva les yeux, et ses yeux s'écarquillèrent de confusion. Elle vit un homme grand, bien habillé, tenant 2 sacs de courses. Sa première pensée fut qu'il venait du magasin et qu'elle avait fait quelque chose de mal. « Je crois que vous avez oublié ceci, » dit Jacques doucement, en tendant le sac contenant la boîte de lait. Éléonore fixa la boîte, puis le visage de l'homme. Une nouvelle vague d'embarras la submergea, et ses joues s'enflammèrent. « Je ne l'ai pas oublié, » dit-elle d'une voix basse, mais ferme. « Je ne pouvais pas me le permettre. »« Je sais, » répondit Jacques, la voix empreinte de gentillesse. « C'est pour cela que je l'ai acheté pour vous. » Éléonore resta muette de stupeur. Elle regarda l'homme lisant dans ses yeux une sincère inquiétude. Il n'y avait pas de pitié, seulement une compréhension silencieuse. Elle ne savait que dire. Dans sa vie, la bonté d'un inconnu n'était pas quelque chose qu'elle avait déjà rencontré. Cela lui semblait étranger, presque suspect. « Je ne peux pas accepter ça, » dit-elle finalement sa fierté, se dressant comme un bouclier. C'était la seule chose qu'il lui restait. « S'il vous plaît, » dit Jacques avec ferveur, « ce n'est qu'un peu de lait. Votre fille devrait l'avoir. » Il jeta un regard au petit sac à langer rose posé à côté d'elle sur le banc. « Vous avez une petite, n'est-ce pas »
Éléonore acquiesça la gorge nouée. Elle s'appelle Marguerite. C'est un très joli prénom, répondit Jacques, un mince sourire sincère aux lèvres. J'ai aussi une fille. Elle s'appelle Sophia. Elle a 5 ans. Il lui tendit à nouveau le sac. Considérez-le comme un cadeau d'un parent à un autre. Éléonore l'hésita. Sa fierté livrait bataille contre l'amour farouche et protecteur qu'elle portait à sa fille. Marguerite avait besoin de ce lait. Au fond, ce n'était pas vraiment un choix. Le bien-être de sa fille comptait plus que tout. Les larmes lui brouillant la vue, elle tendit la main et prit le sac. « Merci », murmura-t-elle, la voix épaisse, d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. « Vous n'avez pas à me remercier, » dit Jacques. « Mais il fait froid, et le bus peut se faire attendre. Je serais heureux de vous raccompagner. Ma voiture est juste là. » Il indiqua d'un geste une élégante voiture gris foncé garée tout près. Discrète, mais manifestement coûteuse. Un chauffeur se tenait patiemment à côté. Éléonore était complètement bouleversée. Le lait était une chose. Monter dans une voiture qui valait sans doute plus que 5 années de son salaire en était une autre. « Oh non, je ne pourrais pas, » dit-elle en secouant la tête. « Le bus ne devrait pas tarder. »« Vraiment, j'insiste, » répondit Jacques d'un ton doux, mais ferme qui ne laissait aucune place à la discussion. « La nuit tombe, ce n'est vraiment pas un problème. Laissez-moi vous aider avec votre sac. » Avant qu'Éléonore puisse protester de nouveau, il se pencha et prit son autre sac de course. Ses doigts effleurèrent les siens une fraction de seconde, et une chaleur étrange et inattendue lui parcourut le bras. Elle le regarda, puis le contempla vraiment pour la première fois. Elle vit au-delà du manteau coûteux et de l'allure assurée. Elle distingua les fines rides de fatigue autour de ses yeux bienveillants, et une pointe de tristesse profonde que même son doux sourire ne pouvait complètement dissimuler. Il n'était pas simplement un riche jouant au bon samaritain. Il y avait en lui quelque chose de plus, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Se sentant comme dans un rêve, elle le laissa la conduire vers la voiture. Le chauffeur, un professionnel au visage impassible, ouvrit la portière arrière pour elle. L'intérieur de la voiture était un tout autre monde. C'était calme et chaud, et cela sentait le cuir neuf et une autre fragrance qu'elle ne pouvait identifier un parfum subtil de luxe. C'était à la fois réconfortant et profondément intimidant. Jacques rejoignit Sophia, qui grimpa sur la banquette arrière et regarda Éléonore avec de grands yeux curieux. « Sophia, voici Madame Vance, » dit-il à sa fille. « Elle et sa petite-fille rentrent avec nous. »« Bonjour, » dit Sophia d'une voix minuscule et timide. « Bonjour, Sophia, » répondit Éléonore, un véritable sourire éclairant enfin son visage. « Ravi de faire ta connaissance. » Le trajet jusqu'à l'immeuble d'Éléonore se déroula dans un silence presque complet, mais jamais gênant. Jacques lui demanda son adresse, et elle la donna ressentant un nouvel élan de honte, en imaginant son bâtiment délabré dans un quartier où il n'avait probablement jamais mis les pieds. Mais Jacques ne réagit pas. Il transmit simplement l'adresse à son chauffeur, puis engagea Sophia dans un petit jeu de « je vois », sa voix basse et apaisante. Éléonore les observa. Elle vit l'amour évident et profond entre le père et la fille. C'était une chose magnifique à contempler. Et pourtant elle distingua encore cette profonde solitude dans les yeux de Jacques, une solitude qu'elle reconnaissait car elle la ressentait elle-même chaque jour. Lorsqu'ils s'arrêtèrent, devant son immeuble, une construction de 3 étages en briques, aux marches de béton fissurées, Jacques insista pour porter ses sacs jusqu'à sa porte. « Vous avez déjà fait tant, » protesta faiblement Éléonore. « Je peux me débrouiller à partir d'ici. »
Je suis sûr que oui, dit-il avec un petit sourire. Mais j'aimerais vous aider. Son autorité tranquille ne souffrait aucune objection. Il la suivit jusqu'au 2e étage. Le couloir était faiblement éclairé par une unique ampoule vacillante, et l'air sentait le vieux tapis et les odeurs de cuisine. C'était un univers loin de l'habitacle propre et silencieux de sa voiture. Arrivée devant son appartement au bout du couloir, elle fouilla dans sa poche pour en sortir ses clés, les mains encore légèrement tremblantes. Elle était intensément consciente de la peinture écaillée de sa porte du paillasson, usée de la vétusté générale de son environnement. Elle réussit enfin à ouvrir la porte, et un joyeux babillage résonna à l'intérieur provenant d'un parc pour bébés dans le coin du petit salon. Marguerite se redressa, son visage s'illuminant à la vue de sa mère. « Mama » gazouilla-t-elle. Le cœur d'Éléonore se gonfla. Toute la honte et l'embarras de la soirée s'évaporèrent. Elle serra sa fille dans ses bras, enfouissant son visage dans les cheveux doux de l'enfant. Elle était chez elle. Elle était en sécurité. C'était tout ce qui comptait. Elle se tourna vers Jacques, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, une expression pensive et indéchiffrable sur le visage. « Voici Marguerite », dit Éléonore d'une voix douce. Jacques sourit un vrai sourire chaleureux qui transforma complètement son visage. « Elle est parfaite », dit-il. Son regard parcourut le petit appartement. L'endroit était exigu et meublé de façon rudimentaire, mais il était impeccablement propre. Quelques photos encadrées reposaient sur une petite étagère, à côté d'une pile de livres d'enfants, empruntés à la bibliothèque. Il vit un foyer empli d'un immense amour, même s'il manquait de biens matériels. Et à cet instant debout, dans l'entrée de l'appartement modeste d'une inconnue, Jacques Caldwell ressentit une connexion humaine, quelque chose de réel et d'authentique qu'il n'avait pas éprouvé depuis très longtemps. Il sut avec une certitude profonde que ce n'était pas un simple acte de bonté fortuit. C'était quelque chose de plus. Il lui tendit les sacs de courses. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Éléonore » dit-il en utilisant son prénom. « Merci encore » répondit-elle, la voix pleine d'une gratitude de si pure qu'elle le toucha plus que n'importe quel éloge fastueux qu'il ait jamais reçu. « Vous n'avez vraiment aucune idée de ce que cela a signifié pour moi ce soir. »« Je crois que si » répondit-il les yeux plongés dans les siens. Dans ce bref échange de regards, une compréhension silencieuse passa entre eux. C'était un moment de reconnaissance, une humanité partagée qui comblait l'immense fossé tacite entre leurs deux mondes. Il la quitta ensuite, descendant les escaliers faiblement éclairés et sortant dans la fraîcheur de la nuit. Tandis que sa voiture s'éloignait du trottoir, un sentiment étrange et nouveau fleurit dans sa poitrine. C'était comme de l'espoir. Il ne le savait pas encore, mais cette rencontre fortuite dans un supermarché, cette simple boîte de lait infantile, n'était pas une fin. C'était le commencement d'une histoire qui changerait leur vie à tous deux, d'une façon qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Les jours qui suivirent, l'épisode du carrefour parurent différents pour Éléonore. Le brouillard gris et oppressant du désespoir compagnon constant semblait s'être dissipé, ne serait-ce qu'un peu. Il avait été remplacé par une lueur de lumière, une chaleur qui n'avait que peu à voir avec l'aumône reçue, et tout à voir avec ce simple fait indéniable: quelqu'un l'avait vu. Dans un monde qu'il avait rendu invisible, un inconnu l'avait regardé et avait vu une personne, une mère, un être humain, digne d'un moment de bienveillance. Ce soir-là, après avoir couché, Marguerite, Éléonore, s'assit dans son petit salon silencieux. La boîte de lait reposait sur le plan de travail de la cuisine, témoignage muet de cette soirée étrange et irréelle. Elle se prépara une tasse de thé
et tint la tasse chaude entre ses mains, repassant toute la scène dans son esprit. L'homme s'appelait Jacques. Sa fille s'appelait Sophia. C'était tout ce qu'elle savait. Elle ne le reverrait probablement jamais. Il était comme un navire croisant dans la nuit une brève lumière éclatante dans son vaste océan sombre. Et pourtant, son geste avait fait bien plus que pourvoir aux besoins immédiats de Marguerite. Il avait ravivé en Éléonore une braise d'espoir qu'elle croyait éteinte depuis longtemps. Pendant des mois, elle était restée prisonnière d'un cycle de survie, se lever, préparer Marguerite, la confier à la gardienne, travailler un quart, épuisant de 8 heures, dans la petite brasserie, récupérer sa fille, rentrer, cuisiner, nettoyer, dormir et recommencer. Son emploi payait juste assez pour garder un toit au-dessus de leur tête et un peu de nourriture sur la table. Il ne restait jamais rien. Il n'y avait pas de place pour les rêves, pas d'espace, au-delà du poids écrasant du présent. Mais désormais, une pensée nouvelle commença à germer en elle. C'était une idée fragile, hésitante, mais elle était bien là. Elle méritait plus. Marguerite méritait plus. Son arrière-grand-père, le sergent Michel Vance, avait combattu pour un pays qui promettait l'opportunité. Il avait été un héros, un homme de courage et de principe. Elle avait sa photo sur son étagère. Un jeune homme en uniforme impeccable, les yeux pleins d'une détermination farouche. Elle avait grandi en écoutant les histoires de sa bravoure. Que penserait-il d'elle aujourd'hui, à peine capable de s'en sortir trop effrayée pour espérer une vie meilleure? Le lendemain matin, Éléonore se réveilla avec un nouveau sentiment de détermination. Elle prépara le petit déjeuner de Marguerite, ses gestes plus assurés, son esprit plus léger. Pendant la sieste de sa fille, elle ne regarda pas la télévision pour noyer son épuisement. Elle s'assit plutôt à sa petite table de cuisine branlante avec un stylo et une feuille de papier. Elle commença à noter ses compétences. Elle était travailleuse, fiable, douée avec les gens. Avant la naissance de Marguerite, elle avait travaillé comme réceptionniste dans un petit cabinet d'avocats. Elle s'en sortait bien. Elle était organisée et efficace. Mais le salaire était trop faible pour couvrir la garde d'enfants, et elle avait dû quitter son poste. Elle sortit le journal local et commença à entourer des annonces dans la rubrique des petites annonces. Elle chercha aussi des emplois en ligne utilisant le Wi-Fi lent et instable du café au rez-de-chaussée. La plupart exigeaient un diplôme qu'elle n'avait pas, ou une expérience particulière. Elle sentit la vague familière de découragement poindre, mais cette fois, Éléonore la repoussa. Elle n'abandonnerait pas. Pas aujourd'hui. Elle trouva une offre pour un poste d'assistante administrative dans un centre communal d'action sociale qui aidait les anciens combattants et leurs familles. La rémunération était légèrement meilleure que celle de la brasserie et les horaires plus réguliers. Mais plus encore, ce travail avait du sens. C'était le genre de mission dont son arrière-grand-père aurait été fier. Prenant une profonde inspiration, elle commença à rédiger un CV, le premier depuis plus de 2 ans. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans une vaste demeure minimaliste, surplombant les toits, Jacques Caldwell avait lui aussi du mal à oublier sa rencontre au carrefour. Sa vie était un univers soigneusement calibré de salles de conseil, d'administration, de portefeuille, d'investissement et de négociations à forts enjeux. Un monde de privilèges immenses et d'une profonde solitude. Son épouse Isabella était décédée 3 ans plus tôt, laissant un vide que ni la réussite ni la richesse n'avaient en pu combler. Sophia était son ancre, sa raison d'être. Mais le quotidien de l'éducation d'un enfant était largement confié à une équipe de nourrices et de domestiques. Il était père, mais se sentait souvent plus comme un PDG dans sa propre maison.
l'image d'Éléonore, au supermarché, restait gravée dans sa mémoire. Il revoyait sa dignité silencieuse, la fierté farouche dans ses yeux, même lorsqu'elle avait dû faire un choix impossible. Il avait vu l'amour immense qu'elle portait à sa fille, un amour si puissant qu'il était presque une présence physique dans ce petit appartement impeccable. En 10 minutes passées dans son couloir, il s'était senti plus humain que durant les 3 dernières années de salles de réunion stériles et de galas de charité vides. Il pensa à elle toute la journée. Pendant une conférence téléphonique avec son équipe internationale, il fixa la grande baie vitrée en se demandant si elle avait trouvé un emploi. En révisant des projections financières, il imagina le visage lumineux de Marguerite et le sourire timide de Sophia. Il ressentit un élan, un besoin étrange et impérieux de s'assurer qu'Éléonore allait bien. C'était nouveau pour lui. C'était un homme qui résolvait les problèmes avec logique et capital. Il signait des chèques, il finançait des initiatives. Il ne s'impliquait pas personnellement dans la vie d'inconnus. Mais Éléonore ne lui semblait pas une étrangère. Il avait l'impression d'avoir entrevu une part de son âme, un aperçu d'une vie de lutte discrète et d'amour profond qui résonnait avec un manque inassouvi dans la sienne. Il voulait l'aider, mais savait qu'il devait être prudent. Il avait vu la fierté dans ses yeux. La dernière chose qu'il souhaitait était de l'offenser ou de la faire se sentir comme une assistée. Une simple aumône serait une insulte à sa force. Il fit alors quelque chose qu'il faisait rarement. Il utilisa ses vastes ressources pour une enquête personnelle. Il demanda à son chef de la sécurité, David, un ancien agent de la police judiciaire, de se renseigner discrètement sur Éléonore Vance. Il ne voulait pas une enquête complète, seulement quelques informations de base. Il avait besoin de savoir qu'elle et Marguerite étaient en sécurité. Il se disait que ce n'était qu'un détail, à régler un besoin de clôture. Mais au fond, il savait que c'était plus que cela. Un jour plus tard, David déposa une mince chemise cartonnée sur le grand bureau en verre de Jacques. « Voici les informations que vous avez demandées sur mademoiselle Éléonore Vance, monsieur, » dit David d'une voix neutre. Jacques ouvrit le dossier, un étrange pressentiment lui tordant l'estomac. À l'intérieur, quelques feuilles, son adresse, ses anciens emplois, l'absence de tout casier judiciaire. Tout semblait ordinaire. Puis il la vit, un court paragraphe sur sa famille. Elle était l'arrière-petite-fille du sergent Michel Vance. Le souffle de Jacques se coupa. Ce nom, il le connaissait. Son propre grand-père, le caporal, Thomas Caldwell, avait servi dans la même division d'infanterie pendant la guerre. Il avait parlé du sergent Vance avec une révérence et une admiration profonde. Michel Vance était une légende dans leur unité, un homme qui avait sauvé à lui seul tout son peloton lors d'une bataille brutale, aujourd'hui oubliée. Thomas faisait partie des hommes qu'il avait sauvés. Il devait sa vie à l'arrière-grand-père d'Éléonore. Jacques s'adossa à son fauteuil, l'esprit en tumulte. Ce n'était pas une coïncidence. Impossible. Cela ressemblait à un message venu du passé, un fil reliant leur famille à travers les générations. Son grand-père avait passé le reste de sa vie avec une immense dette de gratitude envers Michel Vance, une dette qu'il n'avait jamais pu rembourser. Et voilà que Jacques croisait par hasard son arrière-petite-fille, une jeune femme qui peinait à joindre les deux bouts dans la file d'un supermarché. Le désir vague de l'aider se transforma en une résolution inébranlable. Ce n'était plus seulement un acte de gentillesse, c'était une question d'héritage, d'honneur, de remboursement d'une dette que sa famille portait depuis plus de 70 ans. Mais comment? Il ne pouvait tout simplement pas se présenter chez elle, avec un chèque qui aurait diminué la mémoire du sacrifice partagé de leur grand-père. Il devait trouver une façon de l'aider
qui lui offrirait un tremplin, pas une aumône. Il devait créer une opportunité, non une obligation. Il passa le reste de la journée plongé dans une profonde réflexion. Il annula ses rendez-vous de l'après-midi. Il ignora le bourdonnement incessant de ses courriels. Il contempla la photo sur son bureau, une image de lui et de Sophia, dans un parc, leurs visages éclatants de rire. Il pensa au genre d'homme qu'il voulait être aux yeux de sa fille. Il ne voulait pas être seulement un nom sur un bâtiment ou une figure dans un magazine. Il voulait être un homme intègre, un homme qui comprenait la valeur du lien humain, un homme qui honorait le passé et investissait dans l'avenir. Lorsque le soleil commença à se coucher, projetant de longues ombres dans son bureau, il avait un plan. C'était inhabituel, risqué, mais cela lui semblait juste. Il rappela David dans son bureau. « David, » commença-t-il d'une voix calme et claire, « j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Il faut organiser une rencontre. » Une semaine plus tard, Éléonore reçut un appel téléphonique. Il venait du Centre communal d'action sociale, où elle avait postulé pour le poste d'assistante administrative. On lui demandait de venir pour un entretien. Le cœur d'Éléonore bondit d'une excitation mêlée d'espoir. Elle passa 2 jours à se préparer. Elle repassa son unique chemisier convenable pour un entretien. Elle relut son CV jusqu'à le connaître par cœur. Elle demanda à sa voisine, une gentille dame âgée, de garder Marguerite pendant 1 heure. Elle entra dans le centre avec un mélange d'espoir et d'angoisse paralysante. Le centre était modeste, mais accueillant ses murs ornés de photos d'anciens combattants locaux. On la conduisit dans un petit bureau pour rencontrer la directrice, une femme chaleureuse et souriante, nommée Madame Gable. L'entretien se déroula bien. Éléonore put parler de son arrière-grand-père, de son profond respect pour l'armée et de son réel désir de faire partie d'une organisation accomplissant un travail aussi important. À la fin de l'entretien, Madame Gable lui sourit. « Vous êtes une jeune femme très impressionnante, Éléonore. Votre passion pour ce travail est évidente. » Elle fit une pause, son expression devenant pensive. « Le poste d'assistante vient tout juste d'être pourvu. Je suis vraiment désolée. » Le cœur d'Éléonore se serra. Elle avait été si près du but. Elle tenta de cacher sa déception. « Oh, je vois, » dit-elle dans un souffle. « Eh bien, merci de votre temps. » Elle se leva sentant le poids familier de la défaite retomber sur ses épaules. « Mais, » ajouta Madame Gable en levant la main, « une autre opportunité vient tout juste de se présenter. C'est un peu particulier. » Elle fit glisser une feuille de papier sur le bureau. « Notre plus grand bienfaiteur vient de créer un nouveau programme. Il s'appelle Bourse, Héritage, Vence. » Éléonore fixa le document. Son propre nom de famille était imprimé en lettres grasses tout en haut. Cette bourse, poursuivit Madame Gable, est destinée à soutenir les descendants directs des héros de guerre locaux. Elle offre un financement pour les études, une formation professionnelle et une allocation mensuelle pour aider les familles à se remettre sur pied. C'est tout nouveau. En fait, vous seriez la toute première bénéficiaire. Il semble que notre mécène ait été informé de votre candidature et de votre lien avec le sergent Michel Vence. Il a été très insistant. » Éléonore resta sans voix. Elle regarda la feuille, puis Madame Gable, l'esprit peinant à comprendre ce qui se passait. Une bourse au nom de sa famille. Cela ressemblait à un rêve. Qui réussit-elle enfin à demander. « Qui est le bienfaiteur ?» Madame Gable sourit. « Il préfère rester anonyme. Il croit simplement qu'il faut honorer nos héros et investir dans leur famille. La bourse est à vous, Éléonore, si vous la voulez. Elle vous offrirait une allocation mensuelle supérieure
au salaire du poste administratif. Elle couvrirait aussi les frais si vous souhaitez reprendre des études. Elle vous donnerait une vraie chance de bâtir une nouvelle vie pour vous et votre fille. Des larmes emplirent les yeux d'Éléonore. Elle pensa à son arrière-grand-père. Elle pensa à l'homme du supermarché. Elle pensa à l'étincelle d'espoir qui s'était rallumée en elle. Ce n'était pas de la charité. C'était une opportunité. C'était un héritage. Elle regarda Madame Gable, une unique larme traçant un sillon sur sa joue. « Oui » dit-elle la voix tremblante, mais pleine d'une force nouvelle et inébranlable. « Oui, je la veux. » En quittant le centre et en sortant sous le soleil éclatant de l'après-midi, Éléonore ressentit une paix profonde. Elle ne savait pas qui était ce bienfaiteur anonyme, mais elle adressa une prière silencieuse de gratitude à l'univers. Elle ignorait que l'homme qui lui avait offert une boîte de lait infantile était le même qui venait de lui offrir un avenir. Elle savait seulement que pour la première fois depuis longtemps, le chemin devant elle n'était plus sombre ni incertain. Il était illuminé par la lumière chaude et brillante de la possibilité, et elle était prête à faire le premier pas, la bourse. Héritage Vance était bien plus que de l'argent. C'était une bouée de sauvetage. C'était le sol ferme sous les pieds d'Éléonore, après des années à lutter dans une mer agitée. La première chose qu'elle fit fut de déménager. Elle trouva un petit appartement de 2 chambres dans un quartier calme et familial. Ce n'était pas luxueux, mais c'était sûr. L'immeuble avait derrière lui un petit carré de pelouse partagé où Marguerite pouvait jouer et les fenêtres laissaient entrer le soleil éclatant de l'après-midi. Pour la première fois depuis la naissance de sa fille, Éléonore eut l'impression de pouvoir véritablement respirer. Elle établit une routine stricte. Le jour, sa vie était entièrement consacrée à Marguerite. Elles allèrent au parc, visitaient la bibliothèque du quartier pour l'heure du conte et passaient des heures sur le sol du salon à construire des tours avec des blocs colorés. Sentant le profond changement dans l'esprit de sa mère, Marguerite s'épanouit. Ses babillages devinrent ses premiers mots, et ses premiers pas hésitants se transformèrent en petites courses confiantes. Mais une fois Marguerite couchée dans son lit chaque soir, une autre Éléonore apparaissait. Elle préparait une cafetière de café bien corsée, s'asseyait au petit bureau, acheté d'occasion, et ouvrait son ordinateur portable. Grâce à la bourse qui couvrait ses frais de scolarité, elle s'était inscrite à un programme en ligne d'administration des affaires dans un IUT local. Les cours étaient exigeants, et son esprit souvent embrumé par l'épuisement, après une journée à courir derrière une fillette, peinait parfois à suivre. Mais en travaillant sur des tableaux et en lisant des chapitres sur les principes de gestion, elle ressentait un sens du but qui lui avait manqué sans qu'elle le sache. Elle ne survivait plus seulement. Elle construisait. Elle pensait souvent au bienfaiteur anonyme qui avait rendu tout cela possible. Dans son esprit, c'était un homme âgé et bienveillant, peut-être un ancien combattant, qui voulait laisser une empreinte positive dans le monde. Elle écrivit une lettre de remerciement pleine de cœur et la remit à Madame Gable au centre espérant qu'elle parviendrait jusqu'à lui. Elle voulait qu'il sache que son don n'avait pas été gaspillé. Elle honorait l'héritage de son arrière-grand-père en saisissant cette opportunité à pleine main et en la conservant précieusement. Jamais elle ne relia ce philanthrope sans visage à l'homme aux yeux doux du carrefour. Ce souvenir était rangé dans une autre partie de son cœur, un moment de grâce unique sans lien avec sa nouvelle réalité. 3 mois après avoir reçu la bourse, Éléonore reçut un appel de Madame Gable. « Éléonore, ma chère, j'ai une petite faveur à vous demander.
dit la directrice d'une voix chaleureuse et persuasive. Nous organisons une petite réception vendredi soir prochain. C'est pour lancer officiellement la bourse Héritage Vance et remercier les donateurs qui l'ont rendu possible. En tant que première bénéficiaire, ce serait formidable si vous pouviez venir et peut-être dire quelques mots. Juste quelques minutes pour expliquer ce que ce programme a signifié pour vous et Marguerite. L'estomac d'Éléonore se noua aussitôt. Parler en public était son pire cauchemar. « Oh, Madame Gable, je ne sais pas, » balbutia-t-elle. « Je ne suis pas très douée pour ce genre de choses. Je ne saurais pas quoi dire. » « Parlez simplement avec votre cœur, ma chère, » l'encouragea Madame Gable. « Vous êtes la preuve vivante de l'importance de ce programme, et notre principal bienfaiteur sera là. C'est un homme très discret, mais il fera une rare apparition. Je sais qu'il serait très touché d'entendre votre histoire en personne. » La mention du bienfaiteur changea tout. C'était sa chance, sa seule chance de le remercier en face. Cette idée la terrifiait, mais elle savait qu'elle devait le faire. « D'accord, Madame Gable, » dit-elle en prenant une profonde inspiration. « Je viendrai. » La semaine qui précéda l'événement fut un tourbillon d'anxiété. Éléonore écrivit et réécrivit un court discours, une douzaine de fois les mots ne semblant jamais justes. Elle se demanda quoi porter, choisissant finalement une simple robe bleu marine trouvée au rayon des soldes d'un grand magasin. C'était le premier vêtement neuf qu'elle achetait pour elle-même depuis des années. Le soir de la réception, elle confia une Marguerite bavarde à sa voisine de confiance et conduisit sa vieille voiture brinque-ballante jusqu'au centre communal. L'événement se tenait dans la grande salle décorée de nappes blanches, simples et de petits bouquets de fleurs. C'était une réception modeste remplie de responsables locaux d'anciens combattants et de leurs familles. Éléonore se sentit terriblement déplacée. Elle serra son petit sac à main, les paumes moites, et parcourut la pièce du regard, à la recherche d'un visage amical. Et puis elle le vit. Il se tenait de l'autre côté de la salle, parlant à un conseiller municipal. Il portait un costume sombre, parfaitement taillé, mais avait la même expression tranquille et réfléchie qu'elle se rappelait si bien. C'était Jacques, l'homme du supermarché. Son cœur eut un sursaut puissant, un mélange de choc et d'un étrange, inattendu frisson d'excitation. Que faisait-il là? Était-il donateur bénévole? Il dut sentir son regard, car il tourna la tête, et son regard croisa le sien à travers la foule. Une lueur de reconnaissance traversa son visage, suivie d'un lent sourire doux, qui lui donna l'impression, l'espace d'un instant, qu'ils étaient les seuls au monde. Il s'excusa auprès de son interlocuteur et commença à se diriger vers elle. À chacun de ses pas, l'esprit d'Éléonore s'emballa. Les pièces du puzzle, dont elle ignorait même l'existence, s'imbriquaient à une vitesse vertigineuse, un grand bienfaiteur, qui préférait rester anonyme, un homme faisant une rare apparition publique, un programme portant le nom de sa propre famille. C'était impossible, trop beau pour être vrai. « Éléonore, » dit-il en l'atteignant sa voix, aussi douce qu'elle s'en souvenait. « C'est si bon de vous revoir, Jacques, » souffla-t-elle la voix à peine audible. « Que faites-vous ici? Je pourrais vous poser la même question, » répondit-il, son sourire s'élargissant légèrement. « Mais je crois que j'ai ma petite idée. » À ce moment, Madame Gable accourut vers eux, le visage rayonnant. « Ah, je vois que vous vous êtes déjà rencontrés. Éléonore, voici Monsieur Jacques Caldwell. C'est l'homme dont je vous ai parlé, celui à qui nous devons tous la bourse Héritage Vance. » Le monde sembla vaciller. Éléonore fixa Jacques la bouche entr'ouverte, incapable de prononcer un mot. C'était lui. L'homme qui avait acheté le lait infantile était le même,
qui venait de lui offrir un avenir. Tout ce temps, c'était lui. Les deux actes de bonté qui avaient transformé sa vie n'étaient pas séparés. Ils formaient une seule et même histoire extraordinaire. « Vous » murmura-t-elle enfin, les yeux écarquillés de stupéfaction. L'expression de Jacques s'adoucit. Il pouvait voir la tempête d'émotions sur son visage. Le choc, la confusion, la gratitude. « Peut-être pourrions-nous sortir un instant » suggéra-t-il doucement. « Ce sera plus calme. » Il la conduisit par une porte latérale jusqu'à une petite terrasse déserte. L'air frais de la nuit fut un soulagement bienvenu. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, les sons étouffés de la réception, leur parvenant par la porte ouverte. « Je ne comprends pas, » dit Éléonore, la voix légèrement tremblante. « Pourquoi avoir fait tout cela ?» Jacques s'adossa au mur de briques, les mains dans les poches. Il leva les yeux vers le ciel étoilé avant de reposer son regard sur elle. « C'est compliqué, Éléonore, mais tout a commencé il y a longtemps, avant même notre naissance. Mon grand-père était le caporal Thomas Caldwell. Il a servi dans la même division que votre arrière-grand-père. » Il lui raconta l'histoire, la bataille, l'héroïsme incroyable du sergent Michel Vance, comment son arrière-grand-père avait sauvé la vie de son grand-père et de plusieurs autres hommes. « Mon grand-père n'a jamais oublié ce jour, » dit Jacques, la voix basse et chargée d'émotion. « Il a passé sa vie entière avec une dette de gratitude qu'il n'a jamais pu rembourser. Il m'a appris que nous avons la responsabilité d'honorer ceux qui nous ont précédés, de faire vivre leur héritage. Quand je vous ai vu dans ce magasin, ce soir-là, je ne savais pas qui vous étiez. J'ai seulement vu une mère qui avait besoin d'un peu d'aide. Mais plus tard, quand j'ai découvert que vous étiez l'arrière-petite-fille de Michel Vance, j'ai compris que ce n'était pas un hasard. C'était une chance pour ma famille d'honorer enfin la dette que nous devons à la vôtre. » Éléonore écoutait totalement captivée. Cette histoire effaça tout sentiment de honte ou d'obligation qu'elle aurait pu ressentir. Ce n'était pas de la charité. C'était quelque chose de plus profond, de sacré. Un lien forgé dans le feu de la guerre, un écho d'héroïsme qui avait traversé les décennies pour toucher sa propre vie. « Toute ma vie, j'ai entendu parler de lui, » dit Éléonore, la voix épaisse de larmes retenues. « Pour moi, il n'était qu'une photo sur une étagère. Une légende, vous l'avez rendue réelle. Merci. C'est vous qui faites vivre cet héritage maintenant, Éléonore, » répondit Jacques, la voix sincère. « Vous saisissez cette opportunité et bâtissez un avenir pour vous et Marguerite. C'est le plus grand honneur que vous puissiez lui rendre. » Un silence confortable s'installa de nouveau entre eux. Pour la première fois, Éléonore ne se sentit pas intimidée par lui. Elle ne voyait pas un milliardaire, elle voyait le petit-fils de Thomas Caldwell, un homme qui cherchait à honorer le passé de sa famille, et lui ne voyait pas un cas social. Il voyait l'arrière-petite-fille de Michel Vance, une femme forte, résiliente, avec une flamme dans le regard. Leur moment paisible fut interrompu par une voix féminine nette et assurée. « Jacques, te voilà. Je t'ai cherché partout. » Une femme apparut dans l'embrasure de la porte. Elle était grande et élégante, vêtue d'un tailleur de créateur qui valait probablement plus qu'un an de loyer d'Éléonore. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés et son sourire éclatant n'atteignait pas ses yeux froids et calculateurs. « Pénélope, » dit Jacques, son propre sourire devenant légèrement plus formel. « Je prenais juste l'air. Je te présente Éléonore Vance. » « Éléonore, voici Pénélope Coington. Elle siège au conseil d'administration du centre. » Le regard de Pénélope balaya Éléonore, remarquant en un instant sa robe simple
et ses chaussures d'occasion, avec une pointe de dédain. « Vance, dit-elle le nom sonnant comme une question. « Oh, vous êtes la bénéficiaire, comme c'est charmant. » Le moquet bénéficiaire était recouvert d'un mince vernis de condescendance. « Ravi de faire votre connaissance, » répondit Éléonore en tendant la main. Pénélope l'ignora, reportant aussitôt son attention sur Jacques. « Ils vont bientôt commencer les discours, chérie, et tu as promis de t'asseoir à ma table. » Pénélope glissa son bras sous celui de Jacques, un geste clair de possession. Jacques sembla mal à l'aise. Il retira doucement son bras de son étreinte. « J'arrive dans un instant, Pénélope. J'ai besoin de parler avec Éléonore. » Le sourire de Pénélope se crispa une fraction de seconde avant qu'elle ne retrouve sa contenance. « Bien sûr, ne sois pas trop long. » Elle lança à Éléonore un dernier regard appuyé, un avertissement muet, puis disparut à l'intérieur. La chaleur du moment s'était dissipée. Éléonore se sentit soudain mal à l'aise, comme si elle n'avait pas sa place. « Je suis désolé pour ça, » dit Jacques, une note d'excuse dans la voix. « Ce n'est rien, » répondit Éléonore, même si ce n'était pas tout à fait vrai. « Je devrais sans doute entrer. Je crois que je dois faire un discours. » À cette idée, une nouvelle vague de terreur l'envahit. « Vous serez merveilleuse, » dit Jacques, son regard encourageant, croisant le sien. « Parlez simplement avec votre cœur, c'est tout ce qui compte. » Il avait raison. Quelques minutes plus tard, Éléonore se tenait au pupitre face à la petite assemblée. Elle ne voyait pas une salle pleine d'étrangers. Elle voyait l'héritage de son arrière-grand-père. Elle voyait l'avenir de Marguerite, et au premier rang, elle voyait Jacques les yeux emplis d'un soutien calme et constant, qui lui donnait la force dont elle avait besoin. Éléonore prit une profonde inspiration, le souffle tremblant, et balaya la salle du regard. Son discours préparé travaillé toute la semaine lui sembla soudain lointain. Les mots soigneusement choisis et répétés s'évanouirent ne laissant que la vérité brute de son expérience. C'est donc ce qu'elle leur offrit. Elle parla non comme une bénéficiaire, mais comme une mère. Sa voix douce mais ferme résonna d'une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle raconta le poids écrasant de la lutte pour subvenir aux besoins de sa fille, la honte ressentie au supermarché et le choix impossible entre les besoins d'un bébé et un porte-monnaie vide. Elle parla de son arrière-grand-père, non comme d'un héros lointain des livres d'histoire, mais comme de l'homme dont elle essayait d'honorer le courage chaque jour même, dans ses moments les plus sombres. « Cette bourse, » dit-elle, en croisant le regard de Jacques dans la foule, « est plus qu'un soutien financier. C'est un message qui dit « Nous vous voyons ». Il dit que les sacrifices de nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents n'ont pas été oubliés. Il dit que leur héritage n'est pas seulement une statue dans un parc ou un nom sur une plaque, mais qu'il vit dans les opportunités que nous créons pour leurs enfants. Elle conclut simplement « Merci d'avoir offert un avenir à ma fille, et merci de m'avoir rendu mon espoir. » Lorsqu'elle quitta le pupitre, la salle resta silencieuse un instant. Puis une vague d'applaudissements chaleureux et sincères déferla. Plusieurs anciens combattants présents essuyèrent une larme. En regagnant sa place les jambes tremblantes, Éléonore sentit plusieurs mains serrer la sienne des tapes amicales sur l'épaule des remerciements pour sa sincérité. Pour la première fois, elle ne se sentit plus étrangère. Elle se sentit à sa place. Jacques l'attendait, les yeux brillants d'une émotion qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Cela ressemblait à de la fierté. « Je vous l'avais dit, vous seriez formidable », murmura-t-il pour elle seule. De l'autre côté de la salle, Pénélope Coington observait cet échange, les lèvres serrées, en une ligne fine et dure. Elle voyait la façon dont Jacques regardait Éléonore.
avec une chaleur et une admiration qu'il ne lui avait jamais montrées. Elle voyait le respect sincère qu'Éléonore avait gagné auprès des responsables de la communauté. Dans le monde méticuleusement ordonné de Pénélope, où le statut et la richesse étaient les seules vraies monnaies, Éléonore Vance était une anomalie, une perturbation inacceptable. Et Pénélope n'était pas une femme qui tolère les perturbations. Dans les semaines qui suivirent, une campagne subtile mais empoisonnée prit forme. Pénélope, experte en manœuvres sociales et politiques, commença à semer des graines de doute parmi les autres membres du Conseil du Centre. Elle n'attaqua jamais Éléonore directement. Ses méthodes étaient bien plus insidieuses. Lors d'une réunion budgétaire, elle laissait échapper un soupir. « Je suis simplement un peu inquiète du contrôle de cette nouvelle bourse Vance. Il semble qu'une grosse somme soit accordée à une seule personne sur la base d'une recommandation personnelle. » Dans les couloirs, elle coinçait d'autres membres sa voix en un chuchotement conspirateur. « C'est une belle histoire, bien sûr, mais nous devons être prudents quant aux apparences. Nous ne voudrions pas que le public pense que nos dons servent à favoriser les amis personnels de nos mécènes. » L'implication était claire et désagréable. Éléonore n'était pas une bénéficiaire méritante, mais l'objet de la pitié de Jacques Caldwell, ou pire, de son affection. Elle était une intrigante qui avait manipulé un milliardaire solitaire. Et Jacques, dans son chagrin, utilisait les fonds du centre pour la courtiser. Ce récit était cruellement songé et profondément nuisible. Madame Gable, farouchement protectrice, à la fois d'Éléonore et du programme de la bourse Vance, tenta d'étouffer les rumeurs, mais Pénélope était trop influente. Finalement, Madame Gable n'eut d'autre choix que de convoquer une réunion officielle du Conseil afin de revoir le processus d'attribution et l'avenir de la bourse d'héritage Vance. Elle appela Éléonore la veille, la voix lourde d'inquiétude. « Je suis tellement désolée, Éléonore, » dit-elle. Pénélope Coington remet en question l'intégrité du programme. Elle essaie de faire suspendre la bourse en attendant un examen. J'ai peur qu'elle n'y parvienne. Un froid intense envahit Éléonore. La vie qu'elle avait commencé à construire avec tant de soin semblait sur le point de s'effondrer. La honte et l'humiliation des accusations de Pénélope furent un coup physique. Mais un autre sentiment monta pour contrer la peur, une colère ardente, farouche. Ce n'était pas seulement une attaque contre elle. Pénélope salissait le nom de son arrière-grand-père. Elle cherchait à détruire un programme qui pouvait aider d'innombrables familles. L'Éléonore d'il y a quelques mois se serait effondrée. Mais cette Éléonore-ci, celle qui avait trouvé sa voie, ne se laisserait pas abattre sans combattre. « Quand a lieu la réunion ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Le lendemain après-midi, Éléonore entra dans la salle de réunion du centre communautaire. Tous les regards se tournèrent vers elle. Pénélope siégeait en bout de table, l'air surpris, puis contrarié de la voir. Jacques était là, aussi assis à l'autre extrémité, le visage sombre. Pénélope ouvrit la séance d'une voix douce et professionnelle. Elle parla de devoirs fiduciaires, de la confiance des donateurs, de la nécessité de processus transparents et irréprochables. Elle ne mentionna jamais le nom d'Éléonore, mais chacun savait de qui il était question. « Tout ce que je propose, » conclut Pénélope, en adressant aux autres membres du Conseil un regard d'inquiétude feinte, c'est de mettre cette initiative en pause jusqu'à ce qu'un comité de sélection plus rigoureux et impartial puisse être formé. C'est simplement une question de bonne gouvernance. Un silence lourd tomba sur la pièce. Les autres membres du Conseil se remuèrent mal à l'aise. C'étaient des gens bien, mais intimidés par l'influence de Pénélope. Avant que quiconque ne prenne la parole,
Éléonore se leva. « Je m'appelle Éléonore Vance, dit-elle d'une voix claire et assurée. Je suis cette personne unique et l'amie personnelle dont Madame Crankton se préoccupe tant. » Elle planta son regard dans celui de Pénélope. « Vous parlez de gouvernance et de processus, mais ce que vous faites réellement, c'est essayer de me punir parce que vous me jugez indigne. Vous me voyez comme une mère célibataire pauvre, quelqu'un qui n'a pas sa place dans votre monde. Vous voyez un cas de charité, mais pas une personne. Vous ne voyez pas l'arrière-petite-fille qui tente d'honorer l'héritage d'un héros. » Elle se tourna vers le reste du conseil. « Cette bourse n'est pas seulement pour moi. Elle est pour toutes les familles qui ont sacrifié, pour chaque enfant dont le parent ou le grand-parent a servi ce pays. La suspendre, l'enterrer sous des examens et des comités, parce qu'une seule personne désapprouve sa première bénéficiaire, serait une insulte à chacun d'eux. » Pénélope ricana. « Tout cela est très émotionnel, mademoiselle Vance, mais cela ne change pas les faits. Le fait est que vous aviez une relation personnelle préexistante avec notre principal donateur. Les apparences sont, pour le dire doucement, inappropriées. Vous avez raison, dit une voix profonde, au bout de la table. Jacques se leva. Nos familles ont effectivement une relation préexistante. Elle remonte à plus de 70 ans. Il s'avança vers la tête de la table et posa un vieux journal, relié de cuir, sur le bois verni. Il l'ouvrit à une page marquée. C'était le journal de mon grand-père, le caporal Thomas Caldwell, dit-il aux membres stupéfaits du conseil. Il y décrit en détail le jour où sa vie fut sauvée par un sergent nommé Michel Vance. Jacques passa son doigt sur l'encre pâlie. Il écrit « Ici, c'était l'homme le plus courageux que j'ai jamais connu. Je lui dois la vie, une dette que je ne pourrai jamais rembourser. » Jacques déposa ensuite plusieurs photographies et documents. Une photo en noir et blanc montrant un groupe de jeunes soldats, son grand-père et l'arrière-grand-père d'Éléonore, côte à côte. Des décorations militaires officielles, détaillant l'héroïsme du sergent Vance. La bourse d'héritage Vance n'est pas un acte de charité, déclara Jacques, sa voix résonnant avec autorité et conviction. C'est le règlement longtemps différé d'une dette d'honneur de la famille Caldwell envers la famille Vance. Éléonore Vance n'est pas l'objet de ma pitié. Elle est l'héritière d'un courage que ma famille a le devoir sacré de reconnaître. Suggérer le contraire, insinuer qu'il s'agit d'autre chose, c'est déshonorer la mémoire de ces deux hommes. La salle resta totalement silencieuse. Le visage de Pénélope était livide, son récit soigneusement construit, entièrement détruit par la simple et puissante vérité. Son ressentiment mesquin venait d'être exposé aux yeux de tous. Elle avait attaqué par l'insinuation et le soupçon, et Jacques avait répondu par l'histoire et l'honneur. Il n'y avait plus rien à ajouter. Le conseil d'administration vota à l'unanimité, non seulement pour poursuivre la bourse d'héritage Vance, mais aussi pour collaborer avec la fondation de Jacques afin de l'élargir et d'en faire un pilier permanent de la mission du centre communautaire. Pénélope Crankton démissionna discrètement du conseil une semaine plus tard. 2 années passèrent. Le monde continuait de tourner. Mais pour Éléonore, tout avait changé. Elle avait obtenu son diplôme en administration des affaires, terminant en tête de sa promotion. Fidèle à sa parole, Jacques l'avait engagée au sein de la fondation philanthropique de sa famille. Son rôle principal était désormais de diriger et de tendre le programme dont elle avait autrefois été la seule bénéficiaire. La bourse Vance avait déjà aidé plus d'une douzaine de familles d'anciens combattants à repartir sur de nouvelles bases, leur offrant le même espoir et les mêmes opportunités qu'elle avait reçues. Par un samedi après-midi lumineux,
Éléonore et Jacques étaient assis sur une grande couverture dans un parc. À quelques mètres, Sophia, 7 ans, et Marguerite, 3 ans, jouaient leurs éclats de rire joyeux, emplissant l'air. Elles semblaient être de véritables sœurs. Éléonore posa sa tête sur l'épaule de Jacques, un geste familier et plein de confort. Leur relation avait grandi lentement, naturellement, non pas sur de grands gestes romantiques, mais sur un socle de valeurs partagées, de respect mutuel et d'une profonde compréhension silencieuse. Il était devenu son partenaire, son confident, sa famille. « Tu sais, » dit Éléonore, en regardant Marguerite courir après un papillon. « Il m'arrive encore de penser à cette femme dans le supermarché, celle qui était si perdue et effrayée. » Jacques passa un bras autour d'elle, la serrant doucement. « Moi aussi, j'y pense, » répondit-il d'une voix douce. « Et je pense à l'homme qui était si seul qu'il avait oublié ce que signifiait une véritable connexion. » Il regarda les visages souriants des petites filles, puis la femme confiante et paisible à ses côtés. « Tu n'as pas seulement construit une nouvelle vie pour toi, Éléonore. Tu en as construit une pour moi aussi. Tu m'as rappelé ce que l'héritage signifie vraiment. Ce n'est pas l'argent qu'on laisse derrière soi, c'est les vies qu'on touche. » Elle se tourna vers lui et lui sourit un sourire rempli d'un amour aussi constant et vrai que l'héritage que leur grand-père avait forgé tant d'années auparavant. Leur parcours avait été inattendu, tracé par les épreuves et la grâce, mais là, sous le soleil doux de l'après-midi, entourés de la joie, tranquilles, de la famille, qu'ils avaient bâtie, elle savait qu'ils étaient exactement là où ils étaient destinés à être. Tout avait commencé par un acte de gentillesse dans un supermarché. Un simple moment qui prouvait qu'une dette d'honneur ne s'éteint jamais et que les gestes d'amour les plus silencieux peuvent résonner à travers les générations. Et c'est ainsi que nous conclurons ce récit pour l'instant. J'espère que ce moment vous a permis de quitter un peu le quotidien et de rêver. J'aimerais savoir ce que vous faisiez, en l'écoutant peut-être en vous relaxant, après le travail, lors d'une balade nocturne, ou simplement en vous détendant. Laissez un petit mot dans les commentaires. Je les lis vraiment tous. Et si vous souhaitez que nous nous retrouvions à nouveau, un j'aime et un abonnement font une grande différence. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous.